Donc, je suis Isabelle Hornecker, je dirige le cabinet TICA RH et donc je vais vous parler des apports de la psychologie positive dans le management. Nous allons voir donc en 4 volets. Le premier volet, d'abord les origines et les principes de la psychologie positive. Ensuite, nous allons voir donc selon ce champ de recherche quels sont les déterminants du bonheur et les applications dans le bien-être au travail. Et enfin, on verra les caractéristiques et les pratiques du manager positif de manière plus pratique. Et donc une dernière phase, j'espère d'un quart d'heure, d'échange avec vous. Donc je répondrai à vos questions. Alors la première partie, la psychologie positive, c'est quoi? Ça vient d'où? Alors celui à qui on attribue la paternité de ce champ de recherche, c'est Martin Seligman, qui est un Américain qui était président de l'APA, l'association américaine de psychologie, pour faire plus simple. Seligman, pendant toute sa carrière, pratiquement, il a étudié les mécanismes de la dépression. Il faisait de la psychologie expérimentale et notamment des expériences pas très sympathiques, notamment avec des chiens qu'il mettait dans des cages. Et ces chiens mettaient une récompense dans une partie qui était électrifiée de la cage. Et donc, il observait comment s'installait ce qu'il appelait la résignation acquise. Donc, les chiens, au bout d'un moment, se résignent, ne vont plus du côté où ça fait mal et ne vont plus chercher la récompense. Et puis, un jour, il a décidé de changer son angle de vue. Il s'est dit, tiens, je vais m'intéresser aux chiens qui ne renoncent pas, les chiens qui restent optimistes, qui continuent. Et donc, il a commencé à étudier le mode de fonctionnement donc de ces individus qui sont plus optimistes. C'est ce qu'on appelle aussi chez nous humains l'impuissance apprise. Là, je vais vous passer une expérience qui a été faite dans une salle de classe qui a été divisée en deux, mais les élèves ne le savent pas. La partie de droite vont avoir les mots qui sont à votre écran. BAT, Lemon et Cinérama, et la partie gauche, donc l'autre liste qui est sur votre droite. Donc la personne qui va faire l'expérience va donner ces deux listes de mots et va demander aux élèves de faire des anagrammes avec ces mots. Or, vous voyez qu'une liste, les deux premiers mots sont faciles et la liste de droite, c'est impossible en fait. Et vous verrez que la réaction à gauche et à droite de la classe ne sera pas du tout la même. Voilà. Il n'y a pas de son pour la vidéo. Bon, à la fois c'était sous-titré, donc après je vous ai mis le lien. Enfin, si vous pouvez la copier en prenant une photo avec votre téléphone. Donc en fait, cette expérience montre comment on peut apprendre à quelqu'un à se résigner. C'est-à-dire, si je vous mets en échec et après je vous demande un exercice facile, vous avez moins de chances de le réussir que si je vous mets dans une position de réussite. C'est ce que montrait en fait avec ses expériences Martin Seligman. Donc Martin Seligman a créé un nouveau champ de recherche, un nouveau mouvement en psychologie
qui étudie les conditions individuelles, relationnelles et aussi sociétales pour que le bien-être survienne. Donc il est passé du concept de résignation acquise au concept d'optimisme appris. Alors il y a une définition officielle de la psychologie positive, c'est celle qui apparaît, donc l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Donc c'est la définition qui est communément utilisée dans ce champ de recherche. Donc la psychologie positive va s'intéresser à l'homme, avec un grand H, qui va bien. Alors que jusque-là, la psychologie s'est intéressée plutôt à la pathologie. Quand je dis plutôt, pas complètement non plus, mais essentiellement à la pathologie. La psychologie positive, à l'inverse des choses. Elle va étudier l'homme qui va bien, et elle va en tirer des principes, des processus pour aider les gens qui vont moins bien. Donc les principes fondamentaux de la psychologie positive, c'est d'instaurer un nouveau rapport aux événements. Contrairement à la pensée positive, il s'agit par contre pas de nier les aspects négatifs de la vie. Mais la psychologie positive va aider les individus et les groupes à se focaliser sur les aspects positifs, sans nier les aspects négatifs, parce que nier les problèmes, ça revient à les amplifier. Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle la pensée positive ou la méthode Coué, on n'est pas là-dedans du tout. Souvent on utilise la métaphore du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. La psychologie positive va nous permettre de focaliser donc sur le côté à moitié plein, mais à ne pas nier que par ailleurs il est à moitié vide. Donc voilà pour les concepts fondamentaux. Je voulais pas être trop théorique, mais un petit peu quand même. Et maintenant on va voir les déterminants du bonheur et les applications dans le bien-être au travail. Alors pour ça, je vais utiliser le modèle PERMA de Seligman, PERMA étant un acronyme, P pour Positive Emotions, E pour Engagement, R pour Relationship, M pour Meaning et A pour Accomplishment. On va voir ça en détail. D'abord, donc Positive Emotions, on va commencer par celui-là. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le bien-être hédoniste, c'est-à-dire on va rechercher dans sa vie des occasions d'éprouver des émotions positives, des émotions agréables. Donc il s'agit de se faire plaisir, de cultiver la joie. La joie est une émotion. Donc la définition même de l'émotion, c'est que c'est pas quelque chose de durable. Et c'est justement on va dire la limite du bien-être hédoniste, c'est qu'il est peu durable dans le temps. Par exemple, si vous achetez une voiture neuve, vous allez être très content pendant les 15 premiers jours, et puis après, votre plaisir va baisser, puis vous allez peu à peu vous habituer à cette nouvelle voiture. C'est ce qu'ont aussi montré les études sur les personnes qui gagnent beaucoup d'argent au jeu, par exemple le loto ou autre. 6 mois après le gain, même si le gain est énorme, les personnes reviennent à leur niveau de bonheur initial. Ils ne sont pas ni plus heureux ni plus malheureux qu'avant d'avoir gagné. Alors, pour combattre ce qu'on appelle cette adaptation hédonique, c'est-à-dire cette habituation aux bonnes choses de la vie, un remède très simple, c'est la pleine conscience, qui fait partie donc du champ de recherche de la psychologie positive. Pour illustrer la pleine conscience, on utilise souvent cette image. Et quand je suis en formation, en général, je demande aux personnes lequel des deux personnages est le plus heureux. Et toujours, on me répond, c'est le chien. Donc on a cette connaissance intuitive que quand on vit l'instant présent, on est plus heureux. Et c'est vrai, ça a été prouvé scientifiquement. Le personnage à gauche, en fait, illustre ce qu'on appelle le mode mental automatique ou le vagabondage mental. C'est quand nos pensées sont happées dans des schémas de pensée qui concernent ou le passé ou qui concernent le futur, en tous les cas pas dans l'instant présent. Du coup, on profite moins du paysage, comme le chien.
Cela dit, il aurait pu y avoir un personnage, c'est pas l'apanage du chien, hein, il peut y avoir deux personnages, ça aurait été exactement pareil. Donc c'est vrai que plus nous avons cette capacité à revenir à l'instant présent, plus notre niveau de bien-être va être élevé. Alors le mode de fonctionnement à gauche de l'écran, donc la bulle avec les pensées, c'est notre mode mental par défaut. Hein. Notre pensée, notre cerveau est fait pour penser, pour produire des pensées. Par contre, il faut qu'on lui apprenne à revenir à l'instant présent. C'est le principe de la pleine conscience et entre autres de la méditation de pleine conscience, mais pas que. Hein. Il y a aussi d'autres exercices que la méditation. En fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'au départ, on va focaliser son attention sur quelque chose, par exemple la respiration ou une partie de son corps, quelque chose de l'ordre du présent en tout cas. Et puis au bout d'un moment, c'est immanquable, il y a des pensées qui vont être produites par votre cerveau. Sauf que si vous pratiquez la pleine conscience, ben vous en prenez plus vite conscience et vous faites ce mouvement dynamique de retour vers l'objet de votre attention. Donc en gros, vous passez du mode de vagabondage mental vers je reviens à ce qui se passe ici et maintenant. Et en fait, on peut s'entraîner à ça. Notre cerveau, c'est comme un muscle qu'on peut entraîner tous les jours à faire cet exercice. Et si on le fait régulièrement, eh bien, on prend plus vite conscience des schémas de pensée dans lesquels on a l'habitude de tomber. Alors, les schémas de pensée, ce sont des habitudes de pensée qu'on va générer à chaque situation ou circonstances similaires. Ces pensées automatiques sont souvent très utiles, mais par contre, nous en avons aussi beaucoup qui nous jouent des tours, ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Alors, il y en a quelques-unes, quelques exemples qui vont apparaître. C'est le premier exemple qui illustre ce qu'on appelle le filtre négatif. Quand on ne voit que ce qui est négatif ou qu'on l'envisage l'avenir que sous un angle négatif. Deuxième type, en orange, c'est de l'ordre de l'interprétation. Hein, on se raconte assez facilement des histoires. Le troisième que vous voyez apparaître en vert, ce sont les croyances irréalistes. Hein, ce sont des principes éducatifs qu'on a intégrés, mais trop bien intégrés. Donc, par exemple, je dois toujours être gentil avec tout le monde, donc je ne dis jamais non, et donc je me retrouve en burn-out parce que j'accepte tout, par exemple. Quatrième type, les généralisations. Dans certains exemples, on fait des généralisations où on colle des étiquettes, on se colle des étiquettes, ce qui nous rend très vulnérables à la critique. Le mode de pensée dichotomique, c'est-à-dire quand on pense sans nuance, en tout ou rien. Et un sixième exemple, la personnalisation. Hein, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est de ma faute quand on exagère le lien entre ce qui se passe et soi-même. Donc la pleine conscience va nous permettre de prendre conscience de ces types de pensées et d'adopter un point de vue plus rationnel, plus objectif, c'est-à-dire de ne pas rajouter du stress au stress. Donc voilà pour la première dimension du modèle PERMA. Maintenant, on va parler de engagement. Alors, dans ce modèle-là, l'engagement s'entend par s'engager dans des actions. Et il y a un type d'action, en fait, qui est corrélé au bien-être, c'est ce qu'on appelle le flow ou expérience optimale. Quand on est engagé dans des actions où il y a un équilibre entre nos compétences, nos forces, et ce qu'on nous demande, c'est-à-dire le niveau de challenge. Quand on est dans le carré en haut à droite, en général, on se sent bien parce qu'on est dans un niveau de concentration optimal. Mais pour être dans cet état de bien-être, il faut qu'il y ait d'autres conditions. Il faut que l'objectif soit clair et que l'activité que vous devez réaliser pour arriver à cet objectif vous plaît. C'est ce qu'on appelle une activité autotélique. Par exemple, le joueur de tennis à haut niveau, son objectif c'est de gagner un match. Et pour y arriver, il faut qu'il joue au tennis. Bon, s'il se trouve qu'il aime ça, donc c'est mieux. Mais aussi, il faut qu'il ait des feedbacks réguliers. Le feedback régulier pour le joueur de tennis, ça va être le comptage des points.
En travail, c'est pareil. En termes de management, on verra après au niveau des applications, c'est la même chose. On a besoin de feedback régulier, qu'il soit positif ou négatif. Alors, je vous invite à consulter donc l'auteur de cette théorie du flow qui s'appelle Csikszentmihalyi. J'espère ne pas avoir trop déformé son nom. Vous avez une très bonne conférence sur TED qui s'appelle Le flow, le secret du bonheur. Troisième dimension, relationship. Alors, on est des mammifères qui vivaient en meute il y a très longtemps et nous avons gardé quelque chose de cela. Nous avons un besoin d'appartenir à un groupe. Nous avons besoin des autres pour être heureux. Les relations humaines positives sont un facteur essentiel de bien-être, mais aussi de résilience. Pour se remettre des choses difficiles comme nous pouvons vivre, nous avons besoin des autres. Alors là aussi, une recherche très célèbre en psychologie, ce qu'on appelle le ratio de Losada, qui a étudié les interactions au travail des personnes. Et il a montré que pour se sentir bien au travail, nous avons besoin de 3 interactions positives pour contrecarrer les méfaits d'une interaction négative. En termes de management, donc ce que je demande en général à mes managers que je forme, c'est combien faut-il de compliments pour contrebalancer un feedback négatif que vous allez faire à un de vos collaborateurs. Donc c'est retenir le 1 pour 3. Quatrième dimension, meaning. Donc là, on est dans la question du sens. Ce qu'on appelle aussi le bien-être eudémoniste. Donc, qui consiste à donner du sens donc à ses actions, mais aussi aux événements et pourquoi pas à sa vie. Donc là, j'aime bien m'appuyer sur la métaphore du tailleur de pierre. À gauche, vous avez un tailleur de pierre qui a pas l'air très content, qui a l'air d'avoir mal au dos, qui taille des pierres mais ne sait pas pourquoi. Et à droite, nous avons le tailleur de pierre qui a l'air heureux, lui par contre. Il taille des pierres pour construire une cathédrale. C'est toute la différence. Quand on comprend ce qu'on fait, quand on est en accord avec ça, on se sent mieux au travail. Donc la question à se poser par rapport à soi, c'est pourquoi, en 2 mots, mais pourquoi travaillez-vous? Quelle est la cathédrale que vous avez envie de construire? Ou quelle est la cathédrale que vous avez envie que vos collaborateurs construisent avec vous? Et enfin, la dernière dimension, accomplishment. Donc là, il s'agit de s'accomplir en poursuivant des buts qui sont cohérents avec vos valeurs. C'est-à-dire se fixer des objectifs qui sont en accord avec vos valeurs. Et là, je voyais apparaître la cartographie des valeurs de Schwartz, donc un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la notion de valeur. Donc, en fait, au travail, faire en sorte que ce qu'on fait soit en cohérence avec vos valeurs. Ça aussi, c'est un facteur de burn-out très important quand on travaille contre ses valeurs. Par exemple, si vous êtes un écologiste et que vous travaillez, par exemple chez Monsanto, vous risquez d'être en ce qu'on appelle en conflit de valeurs. Là, il y a un risque très fort de burn-out, de dépression. Donc, au travail, être un maximum cohérent avec ses valeurs, et sinon, se fixer des buts dans la vie qui sont en cohérence avec vos valeurs. Donc, accomplishment, c'est se poursuivre des buts cohérents avec ses valeurs, mais aussi qui soient compatibles avec vos forces. Nous avons tous des forces. Donc, l'idée, c'est de se mettre en situation de réussite, comme les anagrammes du départ. C'est-à-dire au départ, s'il y a une motivation, parce que ça va dans le sens de vos valeurs, et en plus vous avez des forces ou des talents ou des compétences, vous allez réussir.
et vous allez nourrir ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, qui lui-même va donc vous mettre dans un cercle vertueux et bien de motivation qui va encore plus renforcer vos forces et donc d'entretenir ce cercle vertueux qui va vous mener vers le bien-être. Donc maintenant, on va voir les caractéristiques et les pratiques du manager positif. Ce qu'on appelle le management positif ou le leadership positif. Alors juste un petit historique d'où on vient. Au début, il y avait l'école, ce qu'on appelle l'école classique, c'est-à-dire Taylor, Fayol, où on considérait que le travailleur était un exécutant, qu'il ne fallait pas qu'il pense et qu'il fallait le surveiller, sinon il ne travaillait pas assez bien. Et puis est arrivée l'école des relations humaines, avec au départ Elton Mayo et ses expériences dans le monde de l'industrie, en cherchant les conditions environnementales qui favorisent la meilleure productivité. En fait, il se rend compte que c'est l'attention qui est portée au personnel qui va augmenter la productivité. Il y a des moments où il va monter, augmenter la lumière, la température. En fait, tout ça ne change pas grand-chose. C'est parce qu'on s'intéresse à ces ouvrières qu'elles vont travailler de manière plus productive. C'est aussi dans ce courant-là qu'apparaît MacGregor avec sa fameuse théorie X et théorie Y. La théorie X étant concernant donc les managers qui sont persuadés que l'homme est un feignant et qu'il fallait le surveiller, sinon il ne produisait pas le meilleur de lui-même. Et la théorie Y qui part du principe que la plupart des salariés, des collaborateurs ont le goût du travail bien fait. Et donc le but du manager, c'est d'organiser le travail, de faire en sorte de ne pas éteindre cette motivation intrinsèque. C'est là que la psychologie positive va prendre ses premières sources. Ensuite est arrivé ce qu'on appelle l'école moderne du management, avec notamment Crozier, son concept d'acteur et du système. Donc on considère que le collaborateur est un acteur du système. Et donc c'est là que va apparaître le management participatif, les cercles de qualité, etc. Et enfin arrive le management positif, ou que j'appelle le management perveillant, parce qu'il fait le lien entre performance et bienveillance. Alors bienveillance ne veut pas dire laxisme non plus. C'est une bienveillance bien dosée. Donc le manager perveillant sait que qu'il y a un lien entre les deux, mais par contre, j'attire votre attention sur le fait que sa démarche doit être sincère et pas instrumentale. Hein. Donc de pas utiliser entre guillemets la bienveillance comme un outil, mais d'être bienveillant, mais parce qu'on y croit en fait, parce c'est une valeur qui nous est fondamentale. Donc il s'agit d'appliquer le PERMA au travail, mais attention, sans paternalisme et sans infantilisation. Donc on est passé du manager super-héros au manager authentique. Alors qu'est-ce que c'est le manager que j'appelle manager super-héros? En fait, c'est le manager qui est en quête de perfection, qui est très exigeant avec les autres, mais aussi avec lui-même, qui exerce une autorité de compétence, essentiellement, qui s'affirme par une forte personnalité, voire même une personnalité quelque peu dominante, et ne laisse pas de place aux émotions. Hein. Des personnes qui sont persuadées que nous n'avons pas d'émotions au travail, ce qui est tout à fait irréaliste. Donc le manager authentique ou le manager positif, en fait c'est une nouvelle posture, c'est ce qu'on appelle aussi le management inspirant. On dit que c'est un management courageux parce qu'il n'a pas peur du talent des autres. Donc c'est pas une autorité de compétence. C'est un management qui est cohérent avec les valeurs de la personne, qui est intègre et qui accepte sa vulnérabilité.
c'est un manager qui est aussi émotionnellement intelligent, hein, donc il va prendre en compte la dimension émotionnelle dans le travail. Et c'est ce que montre bien Jean-Marc Vittori, qui est un journaliste des Échos, qui dit que nous sommes passés d'une économie industrielle où on embauchait des bras, donc du temps de Taylor, à une économie de la connaissance où on embauchait des têtes, et maintenant à une économie humaine où on embauche des cœurs. Alors pourquoi le management positif? Parce qu'en fait, pour le manager positif, il y a 3 enjeux. Il y a bien sûr un enjeu économique ou un enjeu de gestion, mais il y a aussi un enjeu de performance sociale, c'est-à-dire de ne pas dégrader la santé des salariés. Et enfin, la performance humaine, c'est-à-dire de rechercher le bien-être des personnes. Ça, c'est une phrase que j'ai empruntée à Bénédicte Gendron, que vous verrez à la fin sur la slide sur la bibliographie, qui dit qu'on ne travaille bien que quand on se sent bien. Ça paraît tellement simple et pourtant c'est souvent pas appliqué. Alors, des recherches en psychologie positive ont montré ce lien entre bienveillance et performance. Je vais vous en faire apparaître 3, je ne vais pas tous les lire. Donc, ce sont tous des personnes qui appliquent la psychologie positive au travail ou qui l'ont étudiée. Hein, donc, voilà quelques chiffres qui montrent comme quoi c'est utile d'être bienveillant quand on est un manager. Par contre, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a aussi des études qui ont montré l'inverse. Hein, donc, on peut aussi montrer que le management par la pression, ça peut rapporter économiquement, mais attention sur le long terme et attention aussi sur la part éthique. Est-ce qu'on est en phase avec ça? Enfin, j'espère que non. Voilà. Et donc tout ça, c'est dans l'air du temps, parce que en fait, les personnes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, eh ben, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, pardon, j'ai sauté une slide. Donc pour corroborer tout ça, deux citations. Quand le prince aime à faire du bien, toujours ses sujets aiment à remplir leurs devoirs envers lui, pardon. C'est une citation qu'on attribue à Confucius. Mais, attention, il faut faire les choses avec bienveillance parce qu'on estime que c'est juste et non pour en attendre une récompense. C'est juste des citations pour corroborer ce que je vous ai dit avant. Voilà, donc je reviens à mes jeunes diplômés. Une étude réalisée par Ipsos en 2016 auprès de jeunes diplômés d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. On leur a demandé qu'est-ce que vous recherchez dans votre premier job. En un, ils ont cité un poste stimulant à 88%, c'est-à-dire le concept de flow. Hein, je veux pas m'ennuyer au travail, mais je ne veux pas non plus être stressé. En deux, ils citent le bien-être au travail, et c'est justement ce qu'on recherche en psychologie positive. Et en troisième position, ils citent un travail en phase avec ses valeurs, ce dont on vient parler aussi. La rémunération ne vient, alors je crois que c'est en 7e position, donc loin derrière. Alors, quelles sont les habiletés du manager positif? On va en citer quelques-unes. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un manager qui est attentif au bien-être de son équipe, qui va manager avec bienveillance. Il va réguler son propre stress et ses émotions. Il va faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il accepte et régule ses émotions, mais aussi celles des autres. Il va cultiver l'optimisme et il va être lui-même vecteur d'émotions positives. Il est conscient de ses forces et il accepte ses faiblesses, ce qui est la définition de la juste estime de soi ou de la bonne estime de soi. Il va capitaliser sur les forces de son équipe. Il va viser l'excellence, mais tout en renonçant à la perfection.
Et donc là, on va voir, en appliquant le modèle PERMA au management, qu'est-ce qu'on peut faire de manière un tout petit peu plus concrète. Donc pour Positive Emotions, donc comme je vous le disais avant, le manager perveillant va cultiver l'optimisme. Il va fêter les réussites. C'est quelque chose qu'on a tendance à perdre aujourd'hui parce qu'il faut aller de plus en plus vite. On a tendance à supprimer ces temps où on va se féliciter, on va fêter les choses, on va analyser les réussites. On va relever les points positifs avant les points négatifs. Et pourquoi pas commencer les réunions toujours par un point positif, plutôt que d'axer les réunions uniquement sur ce qui va pas, sur les problèmes à résoudre. C'est un manager qui va aussi développer la convivialité pour que justement ces émotions positives aient le temps d'émerger. Et il va cultiver ses propres émotions positives parce que le bien-être du manager va être contagieux. Les émotions d'un manager sont beaucoup plus contagieuses, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs. Donc il va être lui-même, comment dire, bienveillant avec lui-même. Pour engagement, que fait le manager bienveillant? Eh bien, il va encourager, valoriser l'action. Hein. Même si on s'est trompé, il va toujours valoriser le fait qu'on ait au moins essayé. Et il va favoriser les occasions de flow qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'il va fixer des objectifs en accord avec les forces de ses collaborateurs, voire légèrement au-dessus pour que ce soit challengeant. Il va fixer des objectifs clairs, qu'on appelle SMART aussi par ailleurs, et va faire régulièrement des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc il va exprimer sa reconnaissance pour le résultat du travail, mais aussi pour les efforts fournis. Ça, on l'oublie de temps en temps. Et il va faire des feedbacks négatifs, mais sans jamais dévaloriser la personne. Hein, c'est-à-dire, quand on fait un feedback négatif, en gros, ne pas utiliser le verbe être. Ça, tu as pas tellement bien fait, mais ne jamais utiliser des verbes d'état. Et il va chercher des solutions et pas des coupables. Ça aussi, c'est une vue de l'esprit qui est intéressante. Pour relationship, eh bien, le manager bienveillant, c'est un manager qui va favoriser la coopération. Il va faire en sorte que le collectif se crée, que les personnes soient en relation, rentrent en relation entre elles. Il va mettre l'accent sur le collectif et non la compétition entre les personnes. Il va donc valoriser l'entraide et la solidarité et être lui-même exemplaire dans ses relations avec les autres. Il va exprimer sa gratitude et il va savoir pardonner, c'est-à-dire il va condamner l'acte, mais pas la personne. Je rejoins un peu ce que je vous ai dit avant. Mais aussi, il va recadrer les comportements non altruistes dans son équipe. Par exemple, quelque chose que j'observe souvent quand je fais des diagnostics, c'est les médisances. Hein. On parle beaucoup les uns sur les autres. C'est au manager de réguler ça. Ou les comportements individualistes. Quand on est trop centré sur soi et qu'on nuit à l'autre. Voilà, ce genre de choses, ben, ce sera un manager de les réguler. Et enfin, réguler aussi les conflits, parce que un collectif sans conflit, ça n'existe pas. Donc les réguler, par contre, les arbitrer éventuellement. Enfin, pour meaning, donc le manager bienveillant, il va donner du sens à l'action. Il va expliquer à chacun en quoi il contribue au projet d'entreprise. Il va avoir un comportement aligné avec ses valeurs et celles de son organisation, donc la notion d'exemplarité. Mais il va aussi respecter les valeurs de ses collaborateurs. Et comme disait Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Voilà.
le sens. Une très belle manière d'expliquer ce que c'est de manager par le sens. Et enfin, accomplishment. Le manager bienveillant ou bienveillant, il va veiller à l'apprentissage continu. Il va valoriser les forces de ses collaborateurs et il va faire régulièrement des feedbacks par rapport au déploiement donc de ses forces. Il va reconnaître la contribution de chacun à la réussite collective. Pardon, ça va aller trop vite. Voilà, donc là on a vu quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai mis les principaux. Et maintenant on va voir deux petits exercices d'application comment on peut appliquer la psychologie positive en management. Donc je vous ai dit avant que le manager positif, il capitalise sur les forces. Maintenant, je vais vous demander de faire venir à votre esprit l'exemple d'un collaborateur avec qui vous avez des soucis ou que vous avez du mal à voir l'apport positif qu'il peut avoir, si vous en avez un, ou sinon deux, trois autres collaborateurs. Et maintenant, vous allez voir apparaître une liste de forces de personnalité. Vous allez chercher dans cette liste deux ou trois forces qui caractérisent ces personnes. Donc ces listes de forces, Seligman en a fait, mais il y a aussi d'autres auteurs. Moi personnellement, j'utilise les cartes des forces qui ont été élaborées par Ilona Boniwell et Charles Martin Crum, qui sont des personnes, la première est franco-anglaise, je crois, le deuxième est français, qui travaillent sur la psychologie positive. Donc je me suis inspirée de leur liste de forces. Donc c'est un travail qu'on peut faire, par exemple, avant de rencontrer ces personnes, avant un entretien annuel, de chercher là-dedans, ah oui, effectivement la personne, elle est bonne en ça. Et donc la question qu'on peut se poser après, c'est comment je peux utiliser ces forces encore plus dans le travail. Plutôt que de vouloir faire du rectificatif, c'est-à-dire d'améliorer quelque chose chez ces personnes, comment je peux mobiliser plus les forces. Une autre application, imaginez là, vous êtes à votre bureau, vous êtes concentré à une tâche et vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui rentre dans votre bureau et vous annonce qu'il a réussi à faire quelque chose mais qui n'est pas du tout dans vos préoccupations actuelles. Comment vous réagissez? Alors, une étude assez célèbre en psychologie positive a montré qu'il y avait 4 types de réactions. Premier type, ce qu'on appelle le destructif actif. C'est pas notre priorité en ce moment. Bon, là, ça fait mal. Hein. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le destructif passif. Ah bon, mais tu m'oublies pas de m'envoyer ton reporting. Donc aucun mot de félicitation, mais à la fois on ne détruit pas la joie de l'autre. Le troisième type, qu'on appelle constructif passif. Ok, c'est super. Et puis on passe tout de suite à autre chose, ce qui est déjà plus positif, mais c'est pas encore optimal. Et enfin, on a un quatrième type qu'on appelle le constructif actif. Celui-ci, il va se veiller à s'attarder sur le moment. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Raconte comment tu as fait, quelles compétences tu as utilisées, montre-moi, etc. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un phénomène qu'on appelle d'empathie positive. C'est pas ma priorité du moment, mais je rentre dans le cadre de référence de l'autre pour essayer de partager ces émotions positives qui l'animent. Il faut savoir que cette empathie positive, c'est un puissant vecteur de cohésion et de bien-être dans les équipes. On peut travailler, quoi on peut s'exercer. L'empathie, on utilise souvent le mot empathie pour parler de partage d'émotions désagréables, mais on peut aussi partager les émotions positives. Alors il y a des limites dans ce concept de leadership positif auquel je voulais quand même vous rendre attentif.
Attention à ce qu'on appelle maintenant le happy washing, de vouloir trop instrumentaliser les recherches en bien-être, ce que j'image ici par le baby-foot. Hein. Il suffit pas de mettre un baby-foot pour dire à ses salariés, je m'occupe de vous, je suis sensible à votre bien-être. C'est pas non plus une injonction au bonheur. Hein, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on reproche à ce courant de recherche. C'est quelque part une obligation pour les personnes d'être heureuses. Alors, on n'est pas dans ça du tout. C'est-à-dire, on va plutôt mettre en place les conditions pour que les personnes se sentent bien, mais il n'y a pas d'obligation d'être heureux. Et attention aussi au risque de surinvestissement si on en fait trop. Hein. Les entreprises qui sont très en avance dans par exemple, l'entreprise Google qu'on cite souvent, il y a aussi des burn-out chez Google. Avant tout, il s'agit de réduire déjà les risques psychosociaux. Hein, tous les baby-foot, tous les tables de ping-pong et autres salles de massage ou cours de yoga ne peuvent pas compenser des pratiques managériales de type harcèlement. Et pour illustrer ça, je vous recommande de regarder une vidéo assez humoristique qui s'appelle Le bonheur au travail de Yes Vous Aime, qui montre bien de manière très satirique les dérives donc de ce leadership positif. Voilà. Et pour finir, moi je vous ai fait une petite bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça fait partie des livres de base qui m'ont permis de construire ce webinaire.